Alors, séance donc du 16 mars 2021, deuxième partie. Et là, je n'ai plus maintenant à exposer, je l'ai fait dans les précédentes séances, les apparences telles qu'elles se manifestent à nous depuis notre observatoire terrestre, ou plus précisément depuis les régions situées à proximité des latitudes où a été inventée l'astronomie scientifique, c'est-à-dire autour du bassin méditerranéen. L'exposition des apparences étant maintenant achevée, bien entendu de façon incomplète, mais enfin suffisamment, je crois, précise pour nous donner une base de travail, eh bien, nous devons entrer maintenant dans la manière dont l'esprit humain, face à ces apparences, s'y est pris pour obtenir de ce dont elles étaient les apparences, c'est-à-dire du monde ou de l'univers, si vous voulez, une connaissance aussi précise, aussi adéquate, aussi rigoureuse que possible. Et le point de départ de cette recherche, de cette quête qui se poursuit encore aujourd'hui, bien entendu, a été donné par une question qui est restée dans l'histoire des sciences, dans l'histoire de l'astronomie, sous l'appellation de problème de Platon. Je préciserai que Platon ne s'est pas lui-même directement beaucoup intéressé à l'astronomie, mais vous allez voir pourquoi ce problème a pris cette dénomination. Donc c'est le point 4.2.5, le problème de Platon, problème fondamental de l'astronomie scientifique. Par fondamental, il faut entendre ce que signifie le mot au sens étymologique, à savoir, c'est là que vont se poser les fondations de ce qui va devenir la science astronomique. Et je vais d'abord commencer par préciser, et ce sera le point 4.2.5.1, dans quelles conditions s'est produite la naissance de ce qu'on peut appeler l'astronomie scientifique. Alors, ce qu'il faut d'abord dire, même si cela nous renvoie en deçà de la période à laquelle je vais m'intéresser, c'est que toutes les civilisations connues de la période historique se sont efforcées de donner une représentation du monde cosmique. Les systèmes qui ont été imaginés par les différentes cultures humaines en différents endroits du monde et à différentes époques, car tout ne s'est pas produit bien sûr simultanément, eh bien ces systèmes présentent une assez grande diversité, même si on retrouve entre beaucoup d'entre eux des points communs. Une diversité à laquelle, bien entendu, le travail de l'imagination a abondamment contribué, en puisant notamment dans les croyances, dans les mythes, et en particulier dans les mythes religieux, qui étaient déjà disponibles. Ce à quoi je vais m'intéresser ne porte pas sur les premières représentations astronomiques, les premières représentations du cosmos qui ont été étudiées, qui méritent de l'être, et qui présentent souvent un grand intérêt, je dirais, anthropologique et historique, mais ce n'est pas mon objet. Mon objet, c'est la seule astronomie scientifique. Je voudrais, avant d'entrer dans les considérations relatives à la science des astres, faire remarquer ceci, que même dans les tentatives tout à fait antérieures à l'émergence de l'astronomie scientifique proprement dite, eh bien, se trouve déjà comme en germe l'essentiel de ce que sera le projet de cette science astronomique. Parce que, de quoi s'agit-il dans tous les cas? Qu'il s'agisse, comme cela va advenir à partir d'un certain moment, en un certain lieu, c'est-à-dire, pour le dire tout de suite, la Grèce des 6e, 5e siècles avant notre ère, eh bien, ce qui toujours est recherché, c'est l'obtention d'un schéma général, d'un système général qui représente le monde, l'univers, tel que le verrait, idéalement, si vous voulez, un observateur situé hors de ce système, au-dessus de ces systèmes, en vue cavalière, pourrait-on dire.
comme on observe par exemple une ville depuis un clocher très élevé ou un massif montagneux du haut, par exemple, de son point culminant. Et donc, il s'agit toujours, et c'est ça qui est commun aux premières représentations historiques du cosmos et aux représentations spécifiquement scientifiques qui suivront. Ce qui est commun, c'est la recherche d'une représentation du monde tel qu'on le verrait de l'extérieur, mais d'un monde incluant l'observateur humain là où il se trouve, là où précisément il est installé, d'une part pour observer le ciel et d'autre part pour essayer d'imaginer ce modèle idéal du monde vu de l'extérieur. Et c'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que les choses sérieuses, on va dire, commencent lorsque l'homme est capable de se représenter lui-même comme inclus, compris, dans un système dont pourtant il essaie conjointement de se donner une représentation extérieure. C'est-à-dire un système par rapport auquel il essaie de se situer dans ce point de vue que j'ai qualifié d'idéal, dans cette situation qui correspond à une perspective cavalière, qui est déjà ce que le philosophe américain Thomas Nagel appelle le point de vue de nulle part. L'expression point de vue de nulle part est évidemment un oxymore, c'est une contradiction dans les termes, car on ne voit jamais que d'un certain point particulier. On ne voit jamais que de quelque part. Il n'y a pas de point de vue de nulle part. Nulle part, vous ne pouvez voir, par exemple, le massif alpin tel qu'il est, je dirais, absolument. Vous le voyez toujours de quelque part. Le verriez-vous, par exemple, d'un avion, le verriez-vous même d'un satellite, que vous ne le verriez jamais quand même que d'un certain point de vue. Et donc, l'idéal de la science, cet idéal, je veux dire, ce qui est le but, l'objectif ultime dont la science sait, du reste, depuis longtemps maintenant, que c'est précisément un point idéal qui ne peut jamais être atteint, eh bien, ce point de vue idéal, c'est le point de vue de nulle part, c'est le point de vue qui définit, si vous voulez, l'objectivité parfaite. Une objectivité qui serait émancipée, qui serait définitivement libérée des contraintes de la subjectivité. La première des contraintes attachées à la subjectivité, au sujet qui connaît, c'est d'être précisément situé quelque part. Ce quelque part, c'est ici où nous sommes, c'est l'arche originaire Terre de Husserl, c'est toujours de là qu'il faut repartir. Ce point où nous sommes, c'est notre habitat terrestre, c'est notre maison, si vous voulez. Eh bien, il s'agit d'en sortir par la pensée pour se donner un point de vue de contemplation extérieure qui pourra se perfectionner à partir du moment qui pourra s'affiner, qui pourra se corriger, qui pourra se rectifier et qui pourra même subir ce qu'il convient d'appeler de véritables révolutions. À partir du moment où ce sera engagé l'approche proprement scientifique. Car une cosmologie mythique, une cosmologie mythologique, n'est pas faite pour évoluer. Elle est installée et dans la mesure où le plus souvent elle a pour elle le soutien d'une autorité, l'autorité des prêtres par exemple, l'autorité d'un clergé, l'autorité plus générale peut-être intellectuelle d'une caste, d'une catégorie dominante, eh bien, elle n'a pas à se remettre en question. La science commencera, on le verra, à partir du moment où justement cette remise en question deviendra non seulement possible, mais je dirais l'essence même du processus, car c'est un processus qui s'appelle la science. Alors, le choix de limiter mon étude à l'astronomie scientifique, ce choix, évidemment, il m'imposerait idéalement une tâche qui serait la suivante: situer précisément le lieu et la date à partir desquels existe une astronomie qui puisse recevoir ce qualificatif de scientifique. Ce lieu, cette date, je les ai déjà indiqués. C'est d'une part, pour le lieu, le monde grec. Il ne faut pas entendre par monde grec la simple Grèce, celle qui est située
à tel endroit dans la Méditerranée, bordé à l'ouest par l'Italie et un peu plus loin à l'est par la Turquie. Le monde grec, c'est cette Grèce, c'est cette Grèce dont la forme caractéristique est bien connue, qui correspond à ce pays qu'on appelle aujourd'hui la Grèce, mais qui inclut, à l'époque dont nous parlons, les colonies grecques qui s'étendent d'une part sur les rives de l'Asie mineure et d'autre part dans l'Italie méridionale et la Sicile. Nous aurons à en reparler. Alors, je disais donc, si je décidais de ne m'intéresser qu'à l'astronomie scientifique, il faut que je dise où ça commence. Ce qui suppose à son tour une tâche nouvelle, qui serait de définir les critères à partir desquels il est possible d'utiliser l'adjectif de scientifique, les critères dont je me sers pour délimiter géographiquement et historiquement le territoire de l'astronomie scientifique. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, eh bien ça y est, nous voilà repartis pour un tour d'épistémologie fondamentale. Il va nous embarquer dans une interminable réflexion sur les critères de scientificité, sur ce que veut dire le mot science, etc. Et ce sera encore une fois, même si on a l'habitude, ça finit par devenir un peu agaçant, ce sera encore une fois Tintin pour l'astronomie elle-même. Alors, là je dis, on se calme, rassurez-vous, je vais être extrêmement bref sur ce point. Alors je l'ai dit, cette astronomie scientifique, que je vais m'empresser de définir, elle naît dans le monde grec au 6e et 5e siècle avant notre ère, parce que avant et ailleurs, on observe, ça c'est certain, on observe le ciel et même on est capable, bien avant les Grecs, d'une observation suffisamment précise pour permettre, par exemple, certaines prévisions assez fiables. On observe, on consigne ces observations, on effectue des prévisions, mais on n'effectue pas encore de travail qui puisse être appelé scientifique. Il y a un savoir, ça ne fait pas de doute. Il y a une forme de savoir qui émerge de ces observations et qui autorise justement ces prévisions. Et ce savoir soutient certaines pratiques sociales, certaines pratiques, par exemple, relatives à l'agriculture, à l'élevage, à la navigation. Tout ça ne fait absolument aucun doute. Mais n'importe quel savoir n'est pas de la science. Alors là, il faut être très clair parce qu'on est tout de suite suspect dès qu'on établit ce genre de frontières, dès qu'on pose ce genre de critères, de produire une espèce de hiérarchie au sommet de laquelle il y aurait ce qui vaut quelque chose et en bas de laquelle se trouverait ce qui vaut beaucoup moins, voire ce qui ne vaut rien du tout, les traditions, les coutumes, les représentations mythologiques, etc. Ou pré-scientifiques, comme on dit quelquefois. Alors là, je vais dire clairement les choses telles que je les pense. Je suis persuadé que la science est un type de savoir qui possède un privilège, une supériorité, disons-le, par rapport aux autres formes de savoir. Ce privilège consiste en ce que, à mon avis, la science sait plus et sait mieux que ne savent les autres formes de savoir qu'on appelle par exemple quelquefois traditionnelles. Alors, même si savoir scientifiquement, c'est savoir plus et savoir mieux, ce dont je suis convaincu, je ne vais pas l'argumenter ici, mais je me sens en mesure de le faire. Si par exemple certains me le demandaient, je peux m'arrêter un moment sur ce point pour le justifier. Mais le justifier ne serait peut-être pas d'ailleurs du luxe parce que ce point est regardé comme tout à fait contestable. Il est contesté par certains, avec lesquels vous vous en doutez, je ne suis pas d'accord, mais dont le point de vue, dont les jugements, dont les conclusions ne sont pas du tout dénuées d'intérêt. D'ailleurs, j'avais évoqué ces contestations de la supériorité du savoir scientifique sur les autres formes de savoir à certaines occasions dans des étapes antérieures de ces séances de philosophie que je faisais encore naguère. J'espère que ce temps reviendra au lycée Théophile Gautier. Alors, donc je le disais, savoir scientifiquement, c'est savoir plus et savoir mieux. Mais je ne crois pas du tout que, alors là, je veux être clair, je ne crois pas du tout que, premièrement, la science soit la seule et unique forme de savoir. Nous savons beaucoup de choses par des voies
qui ne sont rien moins que scientifiques. Ce n'est certainement pas par la voie scientifique que je peux savoir, par exemple, que telle ou telle personne, ma femme, mes enfants, m'aiment. Je crois être fondé à dire que je le sais, mais je ne le sais assurément pas par la science. Je sais un certain nombre de choses de la nature, de l'humanité, de la société, de la vie, si vous voulez, tout autrement que par la science, par exemple, par la littérature, qui m'a beaucoup appris. Et je crois qu'il faudra que passe beaucoup d'eau sous les ponts avant que, par exemple, sur les passions humaines, sur nos affects, sur nos émotions, sur nos sentiments et jusqu'à nos passions, pour que la science nous en apprenne davantage que nous en ont appris jusqu'ici les grandes œuvres de la littérature. Donc ça, c'était le premier point. La science n'est pas la seule et unique forme de savoir. Deuxièmement, ce n'est pas la seule qui soit intéressante. Alors, qu'est-ce que veut dire intéressante? Je l'ai dit, le savoir scientifique me paraît être caractérisé par une nette supériorité, je dirais cognitive. Savoir scientifiquement, je répète cette formule, c'est savoir plus et c'est savoir mieux qu'il n'est possible de savoir d'aucune autre manière. Mais d'autres formes de savoir sont fort intéressantes. Je veux dire qu'elles ont souvent ces formes de savoir qu'on appelle traditionnelles dans des cultures différentes de la nôtre. Elles ont souvent une richesse, une consistance, elles ont souvent une puissance, je dirais, d'englobement des données du milieu dans lequel vit telle ou telle culture, qui aurait de quoi en étonner plus d'un si nous nous donnions un peu plus la peine de les découvrir, par exemple en fréquentant les œuvres de l'anthropologie. J'ai dit très récemment dans une des précédentes séances que je contestais à Philippe Descola, je dirais, l'opportunité et la pertinence de balancer par-dessus bord la notion de nature et l'opposition nature-culture. Il reste que je renouvelle mon appel à lire les œuvres de Philippe Descola, Par de la nature et culture, mais d'autres livres aussi, dans lesquels vous apprendrez beaucoup de choses, comme j'en ai appris moi-même beaucoup, sur d'autres formes de ce qu'on peut appeler des savoirs, à condition de s'entendre sur ce terme. Troisième et dernier point sur lequel je voulais insister, la science n'est pas nécessairement la forme de savoir la plus utile, la plus pertinente en toutes circonstances. Il y a bien des occasions dans lesquelles il est beaucoup plus utile de puiser dans ce qu'on sait par d'autres voies, l'expérience, par exemple, tout simplement l'expérience, que dans la science. Si je veux vivre harmonieusement, en bonne entente avec mes semblables, si je veux m'enrichir du contact des autres humains, alors j'ai très certainement intérêt à plutôt puiser dans ce que m'ont appris les relations que j'entretenais avec eux depuis ma naissance, et, je le répète, de ce que m'a appris la littérature. Et je dirais même que des expériences ont prouvé, ont montré que des savoirs dits traditionnels, et que certains, en effet, jugent dignes de peu d'intérêt, ou voire méprisables, eh bien, des savoirs traditionnels ont permis à certains humains, par exemple, tout simplement, de sauver leur peau dans des circonstances où la science ne leur aurait servi de rien. Il serait beaucoup plus utile, si vous vous trouviez dans une situation périlleuse en milieu naturel, quelque part en Amazonie ou dans le Grand Nord, il serait certainement beaucoup plus salutaire d'aller quérir quelques informations et quelques savoirs chez les populations du cru que de mobiliser vos souvenirs de sciences botaniques, de sciences zoologiques ou de sciences climatologiques, évidemment, évidemment. Et donc, il y a des savoirs qui savent beaucoup de choses, des choses que nous ne savons pas, et qu'il serait pourtant pour nous assez souvent intéressant de savoir. Il est évident que sans aller jusqu'en Amazonie, sans aller jusqu'en dans le Grand Nord canadien ou sibérien, il est évident par exemple que le berger que je croise en montant ou en redescendant de mes montagnes pyrénéennes, le berger sait une foultitude de choses que je ne saurais jamais et que pourtant
il serait pourtant intéressant, sans doute pour moi, de ne pas ignorer. Alors, entre ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas, où passe la frontière? Où se trouve la frontière? Alors là, je l'ai promis, je vais tenir mon engagement, je serai fort bref. Je définirai comme scientifique l'astronomie qui, premièrement, c'est le premier point, il y en aura deux. Donc, vous voyez, ça ne sera pas interminable. Je définirai comme scientifique l'astronomie qui, premièrement, s'efforce d'élaborer un système du monde intégralement rationnel et naturaliste. C'est-à-dire un système du monde qui renonce à toute explication mythologique ou religieuse qui ferait intervenir des êtres surnaturels. Ça, c'est le premier critère. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que vous tenez un discours rationnel, ce n'est pas parce que vous vous dispensez de faire référence à des explications, à une causalité, à des facteurs surnaturels ou extranaturels, des dieux par exemple, que vous êtes dans la science, mais vous avez déjà fait un premier pas. Pour être scientifique, l'astronomie doit satisfaire à une deuxième condition qui est la suivante, et cela est vrai non seulement de l'astronomie, mais de toute espèce de domaine, quel qu'il soit. Il faut que les résultats obtenus se prêtent à des procédures de validation par le raisonnement, par l'observation ou par l'expérimentation. Raisonnement, observation ou expérimentation. Je dis bien ou expérimentation parce que si l'on appelle expérimentation, et c'est ce que veut dire le mot, qui ne se confond pas tout à fait avec ce mot plus général, expérience. Toute expérimentation est une expérience, mais toute expérience n'est pas une expérimentation. Expérimenter, c'est se livrer à une expérience dirigée, planifiée, programmée en fonction d'un projet, le projet étant de tester une hypothèse, et de produire des faits dont on pourra produire des phénomènes, assez souvent en laboratoire. Le lieu de l'expérimentation, par définition, c'est le laboratoire, même si on peut faire des expérimentations hors laboratoire au sens strict, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu un laboratoire qu'on transporte à l'extérieur. Expérimenter, c'est donc produire dans un lieu qui s'appelle le laboratoire des phénomènes dont la production a été organisée en fonction du projet de tester une hypothèse et de la tester en produisant des phénomènes susceptibles d'être regardés comme cohérents ou non cohérents avec l'hypothèse dans laquelle on s'était placé. Alors après, beaucoup de questions épistémologiques se posent sur ce que c'est qu'une expérimentation, le but de l'expérimentation n'étant pas d'ailleurs toujours de valider, de confirmer l'hypothèse, mais pouvant aussi bien être, et c'est même sans doute comme ça que très souvent la science procède, le but étant souvent au contraire de produire une expérimentation, de produire un résultat dans l'expérimentation qui, loin de vérifier ou de valider l'hypothèse, la détruise, ce qui permet de rebondir, de produire une nouvelle hypothèse et d'aller plus loin. Alors, en revanche, l'astronomie est évidemment une science d'observation et c'est une science dans laquelle intervient une part considérable de raisonnement. Les deux critères sont d'ailleurs liés. Les deux critères que je viens de définir, un système du monde intégralement rationnel et tel qu'il se prête à des procédures de validation par le raisonnement ou l'observation, eh bien, ces deux critères entretiennent un lien intime parce que, précisément, lorsque une représentation se trouve principalement peuplée de facteurs surnaturels ou religieux, elle est en général soutenue, comme je le disais tout à l'heure, par une autorité de type souvent religieux, une autorité qui lui confère une valeur telle qu'elle échappe précisément à toute velléité de vérification, de validation, de contrôle et a fortiori de réfutation. Alors, une fois qu'on a défini ces critères,
il faut définir ce que peuvent être les objectifs d'une astronomie scientifique. Objectifs qui sont déjà d'ailleurs, dans une certaine mesure, bien moindres, mais dans une certaine mesure tout de même, poursuivis par les représentations pré-scientifiques, mythologiques du monde. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, on cherche, me semble-t-il, principalement dans 4 directions. La première consiste en une investigation de la nature physique des astres. La nature physique des astres, c'est-à-dire leur constitution intime, interne, de quoi le Soleil, de quoi la Lune, de quoi les étoiles, de quoi les nébuleuses sont-ils faits? Voilà. Ça, c'est la première tâche de l'astronomie. La première, je veux dire, je n'établis pas d'ordre, je n'établis pas de hiérarchie, encore moins, mais la première, disons, qui s'impose presque naturellement à l'esprit, qu'est-ce que c'est que cette chose qui, dans le ciel, brille et qui s'appelle le Soleil, dont je vois bien qu'elle doit, dans sa nature, ne pas être tout à fait la même chose que la Lune, qui n'est elle-même pas la même chose que les étoiles. Donc, première direction de recherche, la nature physique des astres. Deuxième direction, l'élaboration d'un modèle géométrique de l'ensemble des mouvements des astres les uns par rapport aux autres. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième objectif que poursuit l'astronomie scientifique. Et encore une fois, je n'établis pas d'ordre de priorité et encore moins d'ordre hiérarchique, d'intérêt ou de valeur de ces objectifs. Mais à l'astronomie scientifique appartient aussi la tâche de déterminer ce que sont les mouvements des astres, c'est-à-dire d'en produire une représentation géométrique globale qui intègre l'ensemble des mouvements les uns par rapport aux autres. Troisième objectif, l'astronomie peut aussi s'intéresser à ce que sont les causes de ces mouvements. Il y a des mouvements, mais dans le monde qui nous entoure, ici sur Terre, chez nous, en général, nous remarquons que les mouvements ont une cause. Eh bien, qu'est-ce qui fait mouvoir les astres? Nous l'avons dit de nombreuses fois, et je l'ai détaillé en exposant l'ensemble des apparences. Les astres ont des mouvements très remarquables, très particuliers, cycliques notamment, et de ces mouvements, il faut rendre compte éventuellement en déterminant les causes. Quatrième direction dans laquelle l'astronomie scientifique est appelée tôt ou tard à s'engager, une spéculation sur l'origine dans le passé, sur le devenir présent, l'évolution éventuelle, voire l'avenir de l'ensemble de ce système. D'où ce système du monde vient-il? D'où cette construction vient-elle? Comment aujourd'hui, dans l'état présent des choses, évolue-t-elle, si elle évolue? Parce qu'on pourrait très bien envisager, et c'est même ainsi qu'on a pendant très longtemps vu les choses, on pourrait très bien envisager qu'elle n'évolue pas du tout, mais qu'elle soit vouée à demeurer éternellement ce qu'elle est. Et troisièmement, où tout cela va-t-il? Si cela évolue, quel est le devenir prévisible de l'ensemble? Nous avons déjà rencontré ce problème lorsque nous sommes interrogés sur la question, lorsque nous avons examiné la question de la stabilité du système solaire. Souvenez-vous de la querelle Newton-Leibniz. Alors, dès les premières recherches de l'astronomie scientifique, le travail s'est engagé dans ces 4 directions tout de suite. Mais avec, il faut bien le dire, un succès très inégal. L'humanité est restée très longtemps à l'échelle de l'histoire scientifique de l'astronomie, totalement privée des moyens d'acquérir la moindre connaissance relative à la nature et à la composition physique des astres. En vérité, les toutes premières connaissances que nous acquérons dans cet ordre de questions, et qui ne soit pas simplement le fait de spéculation, d'imagination,
impossible à vérifier, à valider. Car cela, évidemment, les esprits humains n'en ont pas été avares dès le début. Déjà, par exemple, dans le monde grec, il y a bien des hypothèses, et j'y viendrai, j'en évoquerai quelques-unes, sur la nature des astres. Mais c'est un fait que là, nous ne sommes pas dans le registre scientifique parce qu'il n'existe pour un Platon, pour un Aristote, pour un Apollonius, et même pour, par exemple, beaucoup plus tard, un Ptolémée, aucun moyen de vérifier, de valider, de confirmer ou d'infirmer une hypothèse sur la nature physique des astres. Cette possibilité, eh bien, elle ne survient qu'avec Galilée au tout début du XVIIe siècle. Alors, à tel point d'ailleurs que en 1830, un esprit comme Auguste Comte, un esprit tel qu'on ne peut pas imaginer à son époque quelqu'un qui soit plus et mieux informé du passé, du présent et des possibilités futures de la science. Auguste Comte, polytechnicien, et surtout, je dirais, instruit de mathématiques, de physique, de chimie, d'astronomie, de biologie, à un niveau qui serait, au fond, aujourd'hui inatteignable pour nos savants les plus éclairés dans, je dirais, sa diversité, dans son caractère encyclopédique. Je dirais que, bien sûr, à l'époque d'Auguste Comte, déjà, quand il écrit cette somme colossale qu'est le cours de philosophie positive, que vous pouvez peut-être apercevoir derrière moi, où est-ce qu'il est? Oups, je ne sais pas trop. Bon, si, il est là-haut, voilà, il est là-haut, là, c'est le truc, les deux taches mauves, mais c'est deux gros volumes qui font chacun 700 ou 800 pages, dans lesquels Comte réfléchit en philosophe sur l'ensemble du savoir scientifique de son temps. Et donc, cet esprit, Auguste Comte, je ne dis pas omniscient, mais extraordinairement informé, affirme de façon tout à fait péremptoire, mais Comte avait une certaine tendance à être un peu péremptoire et même un peu trop péremptoire, il affirme que l'humanité restera à jamais privée de toute possibilité de connaître, par exemple, la structure minéralogique des planètes, la composition de leur atmosphère et, a fortiori, la composition physique et chimique des étoiles. Pourtant, l'astrophysique n'est pas très loin d'apparaître. Elle prendra son essor dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ce verdict d'impossibilité, là, Comte a été imprudent. Ce n'est pas le seul point sur lequel, d'ailleurs, il a été un petit peu imprudent. Et les verdicts d'impossibilité en science, évidemment, il faut être très méfiant. Eh bien, ce verdict d'impossibilité, Comte le formule en 1830, et il ne faudra pas que s'écoule un demi-siècle avant que soient produites les premières véritables connaissances dans ce domaine qu'on appelle l'astrophysique. Alors, parce qu'il nous est extrêmement difficile, pendant très longtemps, pendant, on peut dire, plus de 20 siècles, il y a un peu plus de 20 siècles, d'acquérir quelques connaissances vérifiables, que ce soit sur la structure physique des astres, eh bien l'astronomie va s'intéresser aux autres directions. On peut dire aussi que, de la même façon, aucune connaissance véritablement scientifique de l'origine et du devenir du système du monde ne sera possible avant, je dirais alors cette fois-ci, la toute fin du XIXe siècle et même probablement de façon plus sérieuse le XXe siècle. Alors il nous reste la détermination de la configuration géométrique des mouvements des astres et éventuellement des causes de ces mouvements. C'est dans cet ordre que les choses vont se produire, c'est dans cet ordre que vont apparaître les résultats de l'astronomie scientifique. On peut dire, disons-le tout de suite, que si dès l'Antiquité grecque, un certain nombre d'hypothèses concernant la configuration géométrique des mouvements des astres peuvent être considérées comme authentiquement scientifiques, ce qui ne veut pas dire vrai. Une hypothèse peut être scientifique
et n'être pas vraie. Elle est scientifique, même si elle est appelée à être plus tard démontrée, parce qu'elle répond aux critères que j'ai précédemment énoncés. Scientifique ne veut pas dire vrai. Vrai ne veut pas dire scientifique, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous savons des tas de choses vraies, et nous savons que certaines choses sont vraies sans l'avoir appris du tout par la science. Et donc, il faut être très, très vigilant à ne surtout pas confondre ces deux adjectifs, scientifique et vrai. D'ailleurs, l'expression même de vérité scientifique n'a pas grand sens. Là, je fais une petite parenthèse. Il n'y a pas de vérité scientifique. Ça ne veut pas dire que la science ne sait rien de vrai, bien au contraire. Évidemment, la science nous procure beaucoup de connaissances, et que serait une connaissance si cette connaissance n'était pas vraie? Connaissance fausse, une connaissance qui ne serait pas vraie, c'est une contradiction dans les termes. Par conséquent, en effet, la science est une voie privilégiée d'accès à la connaissance de certaines vérités. Mais la science ne qualifie pas la vérité elle-même. La science est une voie d'accès à la connaissance de certaines vérités. Il y a des vérités que nous soupçonnons, mais nous n'aurons peut-être jamais aucune connaissance. En mathématiques, par exemple, il y a des conjectures, j'en avais parlé à d'autres reprises, il y a des conjectures qui n'ont pour le moment jamais été vérifiées, jamais été validées, jamais été démontrées, et dont nous ne savons pas si elles sont vraies ou fausses. Et par conséquent, il ne faut pas parler de vérité scientifique, il faut parler de connaissance scientifique. Et savoir que la connaissance scientifique, c'est quelque chose qui, bien sûr, a une réalité tout à fait avérée, mais qu'une proposition scientifique ne peut pas être regardée comme une connaissance avant d'avoir passé, disons, avec succès, un certain nombre de tests définis par ce qu'est la méthode scientifique, et qui change un peu, évidemment, et même considérablement quelquefois d'une discipline à l'autre, mais sans avoir passé des tests d'une grande exigence et d'une grande sévérité. Alors, qu'est-ce qui va maintenant se produire? L'astronomie va s'engager, dès les Grecs, dans la direction privilégiée de la détermination des mouvements, de la géométrie du mouvement des astres. Quant aux causes, disons que rien de scientifique ne pourra en être non seulement connu, mais même, on peut dire, supposé sérieusement avant la fin du XVIIe siècle. Avant la fin du XVIIe siècle. Alors que, je le répète, les recherches astronomiques des Grecs, c'est déjà de la science. Mais il n'y a pas de science véritablement des causes du mouvement des astres avant la fin. J'exagère un peu parce que Kepler émet sur les causes du mouvement des planètes des hypothèses qui ne sont d'ailleurs pas très éloignées de celles que proposera Newton et qui ont bien déjà une teneur, un caractère scientifique, mais assurément pas avant le XVIIe siècle. Alors, il nous faut maintenant déterminer ce qui va enclencher le processus. Qu'est-ce qui fait que ce sont ces Grecs, au 6e et 5e siècle avant notre ère, qui ont fait démarrer ce moteur qui, depuis, ne s'est jamais arrêté, même s'il a, je dirais, connu quelques ralentissements, même s'il n'a pas toujours tourné au même endroit dans le bassin méditerranéen. Qu'est-ce qui fait que ce sont les Grecs qui ont lancé le processus? Alors, il faut maintenant parler, ce sera le point 4.2.5.2, 4.2.5.2, il faut maintenant évoquer ce qui va être le facteur décisif d'impulsion d'une astronomie scientifique. Ce facteur, il prend son origine dans les mathématiques. Dans les mathématiques. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est l'un des critères de la science, c'est l'un des critères à partir desquels nous pouvons considérer comme fondé de décerner le label scientifique à un discours, à une hypothèse, à une théorie, à une conclusion. Eh bien, l'objectif donc de la science, c'est d'élaborer un système du monde répondant à l'exigence de rationalité. L'exigence de rationalité.
là aussi, je pourrais commencer à ouvrir un grand chantier philosophique et me demander, mais qu'est-ce que ça veut dire rationnel? Qu'est-ce que signifie ce terme de rationnel? Qu'est-ce que la rationalité? Qu'est-ce que la raison? Et là, vous vous diriez, eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Et vous auriez raison, je peux vous le certifier. Alors, soyons brefs. La raison, c'est ce qui exige et ce qui permet de rendre compte d'eux. Vous savez, le livre de compte d'une entreprise, d'un ménage, ça s'appelait autrefois le livre de raison, le livre dans lequel on tenait les comptes. Et vous savez ce que veut dire rendre raison de quelque chose, rendre raison d'une conduite, d'un choix. Eh bien, c'est en rendre compte de façon satisfaisante face à celui qui vous interroge. Il vous interroge, c'est-à-dire qu'il a choisi par exemple de ne pas tourner les tanneaux parce qu'il n'était pas d'accord, ou de vous envoyer son poing dans la figure pour vous signifier qu'il n'était pas d'accord. Il a choisi de chercher avec vous la vérité, de s'approcher en votre compagnie et avec votre aide de ce qui a des chances d'être le plus vrai concernant le sujet qui nous intéresse à ce moment-là. Et vous produisez une proposition, vous produisez un énoncé. Et de cet énoncé, l'interlocuteur vous demande de rendre compte, c'est-à-dire qu'il demande une justification. Mais une justification qui ne repose pas sur l'intime conviction que vous avez que les choses sont telles que vous les dites, une justification qui ne repose pas sur un sentiment, sur un affect, sur la force, sur la puissance qui habite la foi que vous avez en telle ou telle proposition. Non, ce n'est pas ça qu'il demande. Il demande que vous rendiez raison sur un mode qui lui permette de partager cette conviction, ce que ne permet pas le sentiment, ce que ne permet pas la foi. Parce que ma foi peut être aussi grande qu'on veut dans, par exemple, un dogme, dans une croyance, dans une certitude quelconque, sans que la puissance de cette foi implique quelque obligation que ce soit pour celui qui est en face de vous de la partager. En revanche, il y a un discours tel que celui qui est en face de vous et qui l'a compris ne puisse pas ne pas y adhérer, sauf à être de mauvaise foi, sauf à se mentir à lui-même et à vous mentir à vous en vous disant qu'il n'est pas d'accord. Or, les Grecs sont très certainement, dans notre culture occidentale au moins, et peut-être même à l'échelle universelle de l'humanité, on peut dire, peut-être pas les inventeurs, certainement pas les inventeurs, mais ceux qui ont immédiatement choisi de pousser aussi loin que possible et chercher à pousser aussi loin que possible les exigences ouvertes par cette aptitude à la rationalité que nous possédons en tant qu'humains, en tant que nous possédons ce que les Grecs appellent le logos, la faculté de parler, et en même temps, c'est ce que veut dire le mot logos, raison, la faculté de rendre compte. Et la prochaine fois, je verrai comment et pourquoi c'est dans la science mathématique que les Grecs ont trouvé, si vous voulez, une espèce de norme idéale, de modèle le plus parfait de l'exercice de cette rationalité et comment ils ont été amenés à l'appliquer à cet objet que le ciel étoilé et donc à commencer à initier une astronomie scientifique. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie.